La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour, on espère que vous êtes ravis de nous retrouver car nous on l'est vraiment. Et alors aujourd'hui on va vous dévoiler un petit peu les coulisses, les backstage, finalement un peu l'envers du dessert. Yes, il a utilisé Allez. ma blague. Petite dédicace à Clémence Franchement, évidemment. je pensais pas. Et du coup pour vous dire un peu les backstage, évidemment avant chaque enregistrement on discute un peu avec l'invité, ça peut prendre un certain temps. Et là, franchement, le petit échange qu'on a eu avant l'enregistrement était assez incroyable. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu à Danville, donc dans la manufacture Cluzel, et Marc nous a montré les laboratoires, les machines, la fève, vraiment, et toutes les étapes de la transformation. Il nous avait attendu pour lancer le praliné, donc Marc, qui est à la fois le patron de cette entreprise familiale, mais également un chef technicien, connaît tous les rouages, et à chaque fois qu'il nous présentait une nouvelle machine, un nouveau principe, une nouvelle gamme, une nouvelle idée, Vincent et moi, on se regardait et on se disait, mais franchement, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'était la première manufacture chocolatière qu'on visitait et on était comme des enfants, c'était génial. Pas n'importe laquelle, ouais. Ouais, pas n'importe laquelle, mais voilà, on va vous laisser Marc vous parler un peu plus de la maison Cluzel et de tout un tas de choses. Il le fait très bien, donc voilà. On vous laisse écouter, on vous retrouve en fin d'épisode. Ouais, bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis encore une fois d'être là, d'autant plus qu'aujourd'hui, si vous voulez tout savoir, on vient de découvrir les secrets du chocolat, on vient de voir tout un tas de choses qui nous a réjouis, le nez, la bouche et les yeux, Ouais. franchement tout un tas de choses. Et le cerveau, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Voilà, et si on a appris tout ça, c'est parce que Marc Cluzel, qui est aujourd'hui à la tête de la maison Michel Cluzel, nous a accueillis. Bonjour Marc, ça va ? Bonjour Vincent, bonjour Clémence, oui très bien. Déjà merci beaucoup de nous avoir accueillis. Il faut juste dire, nous sommes à Danville. Danville, Voilà, c'est ça ça. se dit ? Danville, ça se dit, tout Ouais. à fait. En Normandie. Et donc, on vient de faire un petit tour des labos, de la production. On a vu comment la fève était transformée en chocolat et c'était fascinant. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation à la fois de la maison et puis ensuite peut-être de votre parcours ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, la Manufacture Cluzel est une entreprise familiale, 100% familiale, à la fois en termes de capitaux que de gestion, puisque je gère l'entreprise avec mes deux sœurs, Sylvie, qui s'occupe de la partie comptabilité et finance, et Catherine de nos boutiques sur Paris. Et l'origine de l'entreprise, en fait, l'entreprise a 72 ans. Elle a été créée par mes grands-parents. Mon grand-père était d'origine de Lyon, puisque si on remonte sur plusieurs générations, ma famille était des boulangers sur Lyon. Mon grand-père a fait des études de pâtisserie, il était pâtissier sur Lyon, et puis il a rencontré pendant la guerre ma grand-mère, qui elle était parisienne. Ils ont géré une très belle boutique de pâtisserie à Rambouillet, au sud de Paris. Ça, c'était pendant la guerre. Et juste après la guerre, ils ont vendu donc le fonds, ils voulaient monter sur Paris, et comme il y a eu une forte inflation juste après la guerre, l'argent qu'ils avaient récolté du fonds ne valait plus rien. Mes grands-parents n'avaient donc plus d'argent. Et à ce moment-là, ma grand-mère a hérité d'une maison familiale, ici, à Danville. Donc, à l'époque, c'était une petite ville de 500 habitants à peu près. Et donc, une petite maison collée à côté des autres. Et maintenant 2000. Pardon ? Et maintenant 1000 habitants. Et maintenant, voilà, c'est un peu plus grand de 1000 habitants. Voilà, on est, je dirais, en pleine campagne. Et à partir de là, mon grand-père s'est dit que d'ouvrir une pâtisserie pour 500 habitants, voilà, c'était pas rentable. Et donc, il a eu l'idée de fabriquer des bonbons de chocolat pour des amis qu'il connaissait bien sur Paris, et puis également dans le nord, dans la région du nord de la France. Et voilà, ils ont commencé tous les deux dans leur cuisine, mes grands-parents. Mon père les a rejoints assez vite, dès l'âge de 16 ans. Et puis, l'entreprise s'est développée. Nous sommes restés à Danville. Et puis voilà, on a pris le relais. Donc après mon père, donc mes deux sœurs et moi-même. Et puis depuis 2 ans, j'ai 2 de mes enfants qui sont également à nos côtés. Voilà, donc vraiment une histoire familiale, comme on les aime, franchement, c'est une belle histoire, je trouve, qui rajoute une saveur en plus. Et surtout, alors aujourd'hui, là, ce qui nous a régalé, c'est que on a vu des fèves de cacao, parce que la particularité quand même de la maison Cluzel, c'est que vous travaillez vraiment les fèves du début
à la fin. C'est vous Et même avant recevez la fève. les fèves brutes que vous transformez en produit fini. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut parler du bean to bar, donc on est bien évidemment bean to bar, mais on est même au-delà du bean to bar, puisque en fait on travaille en direct avec les planteurs de cacao. Il n'est bien sûr pas possible de faire pousser du cacao en France malgré le réchauffement climatique. C'est pas demain, parce qu'il faut en fait qu'il fasse très chaud et très humide. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Et je le souhaite. Mais donc en fait, on travaille en direct avec les planteurs. Et la spécificité, c'est que on leur demande d'adapter la fermentation, ce qui est l'étape la plus importante dans le goût du chocolat. C'est comme dans le vin, hein, le cacao fermente, comme le raisin fermente. C'est d'autant plus important que les planteurs consomment bien évidemment les fèves de cacao, mais pas du tout de la même manière que nous. Leur chocolat n'a rien à voir puisqu'il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus épais et très épicé. Et donc la fermentation, qui est l'étape la plus importante, il faut qu'elle soit adaptée en fonction du goût, on va dire occidental, que nous on souhaite. Et donc le fait de travailler en direct, c'est bean to bar, mais c'est aussi pour avoir des fèves de cacao avec des notes aromatiques spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a en fait créé un nom qu'on appelle cacao févier, qui est en fait d'aller de la fève de cacao jusqu'à la transformation de celle-ci en pâte de chocolat, en cacao et ensuite en chocolat. Superbe. Et on va faire un tout petit aparté qui fait suite à notre discussion d'avant d'enregistrement, où vous nous disiez que vous n'aviez pas le label commerce équitable parce que vous estimez le pratiquer vous-même à votre manière, finalement, en travaillant directement avec les planteurs et que vous n'aviez pas de contrat écrit, chacun est libre. Et que du coup, c'était aussi la garantie pour vous de leur laisser leur autonomie et puis vous de pouvoir avoir une qualité de produit qui vous convienne à chaque fois. Oui, alors ça fait partie, on va dire, d'une éthique de valeur. Effectivement, pour moi, le commerce équitable, c'est pas un label, ça c'est du marketing. Pour moi, le vrai commerce équitable, c'est une relation entre deux personnes, une relation professionnelle, où chacun est libre de débuter et d'arrêter comme il le souhaite. Donc nous travaillons en direct avec des planteurs, nous n'avons aucun contrat écrit. Chacun est libre d'arrêter ou de continuer. Mais en fait, si on continue et on travaille avec eux depuis des dizaines d'années, c'est que chacun y trouve son équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fèves de cacao, c'est une matière première qui est cotée en bourse, qui vaut à peu près entre 0,5 et 1 euro du kilo. Nous les achetons déjà entre 5 et 7 euros du kilo. Donc c'est pas 10 ou 20%, c'est 500 à 700% plus cher. C'est le prix, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est le prix que j'estime juste pour avoir des fèves de qualité et pour qu'ils aient des revenus décents. J'estime aussi que ce n'est pas à moi de décider de ce que peut être le devenir de leurs enfants, des écoles ou des maisons. C'est-à-dire que quand on les connaît, puisque je connais les planteurs, ils ont envie que leurs enfants aillent à l'école, ils ont envie d'avoir des maisons qui soient, je dirais, agréables, et donc c'est à eux de décider ce qu'ils font. Donc ce prix est juste. Les fèves que vous avez en retour sont également de très bonne qualité parce que, je sais pas toi Clémence, mais moi j'ai découvert quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant pour moi le chocolat 100% cacao, c'était référence sur mes papilles de goût amer, pas très agréable. Et là, on a goûté une fève de Madagascar, je crois. Mangaro. Donc on l'a goûté sous forme de pâte de cacao, donc 100%. Attends, on l'a goûté juste fermenté, ensuite on l'a goûté torréfié, ouais. Ensuite on l'a goûté un peu haché pour faire du gruet de cacao et débarrassé de sa coque, et ensuite sous forme de cacao pâte. Et c'est fruité. C'est doux. Ouais. Il y a un très bon goût de cacao et je pense que ça m'a fait vraiment changer l'avis que j'avais sur ce chocolat 100% cacao. Ouais, du coup, la qualité de la fève, certes, et du coup, pour en revenir à ce que vous disiez, pas d'ingérence, en revanche, une valorisation de leur travail, puisque les noms de vos tablettes de chocolat portent les noms de ces plantations. Voilà, pour moi, je dirais la plus belle marque de respect qu'il peut y avoir, que je pourrais avoir avec les planteurs, c'est que le nom de nos chocolats soit le nom, on va dire, des plantations. Et là, on se rapproche vraiment du monde du vin. On est vraiment en avance en France, où les meilleurs vins, ce sont des noms de châteaux. La seule différence, c'est que ce sont des pays qui sont pauvres, donc ce ne sont pas des châteaux. Alors, c'est peut-être moins noble en termes de discours. C'est pour ça que ce sont des plantations. Mais je peux vous dire qu'ils sont très, très fiers de voir que leur travail est reconnu au travers du nom des tablettes. Même si ce qui est rigolo, c'est que quand vous leur ramenez, c'est pas forcément à leur goût. Ah non, ça c'est certain. C'est-à-dire que quand on voit comment ils consomment le chocolat, mais après, personne n'a tort, tout le monde a raison. Ce qui est important, et là sont les habitudes culinaires, c'est de se faire plaisir.
Et effectivement, le chocolat qu'on fait à partir de leur fève de cacao, ils me disent tous que c'est très bon. Mais quand je vois, je dirais, ce qu'ils consomment, pour moi, c'est pas assez pour eux, avec leurs habitudes. Ouais. On est sur des produits qui sont pas assez marqués, trop sucrés, trop raffinés, en quelque sorte. Ouais, parce que eux, ils aiment le goût très brut du cacao, en fait. Brut, épicé, sucré. Et du coup, la transition est toute trouvée puisque nous parlions du label Commerce équitable, mais en revanche, il y en a un de label que vous avez créé, qui est le label Ingrédients Nobles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, c'était à peu près en 2000. On a créé un engagement qui est un engagement écrit, voilà, ça c'est important, qui est donc marqué sur 100% de nos produits, qui ne dit pas que l'on fabrique les meilleurs chocolats, puisque le goût est vraiment très personnel, et à ce, je dirais, niveau-là, tout le monde a raison. Mais c'est de dire que pour faire un bon chocolat, il faut au minimum utiliser les meilleures matières premières. Et il suffit pas de le dire, il faut l'écrire. Et donc cet engagement indique notamment qu'il n'y a pas une goutte d'arôme ajouté. Les notes aromatiques que l'on retrouve dans tous nos chocolats sont les notes des matières premières, des fruits qui ont été juste parfaitement sélectionnés et qui ont été respectés, transformés pour optimiser, pour associer les goûts. On a également un autre, dans cet engagement, évidemment, le pur beurre de cacao, celui-ci qui a été largement suivi en France, mais également tous les colorants qu'on peut utiliser pour donner de la couleur sur le chocolat sont des ingrédients colorants. Juste, votre engagement pur beurre de cacao, pour expliquer, c'est le fait de ne pas couper avec une autre matière grasse qui coûterait moins cher, c'est ça ? Voilà, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des pays en Europe dont la réglementation a évolué et qui permet, sous l'appellation chocolat, de pouvoir mettre une matière grasse autre que le beurre de cacao. Donc c'est purement économique. Là-dessus, la France a tenu bon et aujourd'hui, dans le chocolat français, il y a du beurre de cacao. Mais comme vous avez pu l'entendre, Christophe Morel, il y a 2 épisodes, nous a dit que pour lui aussi, le chocolat, c'était 100% pur beurre de cacao. Donc comme quoi, il y a quand même plusieurs personnes qui sont d'accord là-dessus. Bah oui. Alors, il y a une question de goût, il y a une question de texture, puis il y a une question de bienfait. Le beurre de cacao, c'est ce qui est dit, est la matière grasse végétale la plus noble qui existe sur la planète. Le beurre de cacao ne rancit pas. C'était longtemps utilisé en cosmétologie. On dit, alors, ne faites pas l'essai, mais on dit que c'est la plus belle huile pour pouvoir bronzer. Ah. Donc elle est très très noble, elle est moins utilisée en cosmétologie parce qu'elle coûte trop cher, Ouais. mais elle est très bonne pour la santé. Bon, bah c'est bon à savoir hein, pour vos Ouais. prochaines vacances. Non, mais ne le faites pas comme l'a dit Marc. Et d'ailleurs, à propos d'engagement pour la santé, vous nous parliez de un peu vos 4 piliers. Ouais. Et parmi ceux-là, il y a le fait que... donc le premier, c'est de se faire plaisir, bien sûr. Et je crois que c'est votre deuxième pilier, c'est se faire plaisir tout en... En respectant son corps. En respectant- En ingérant des bienfaits pour son corps. Ouais, et donc, par exemple, ça se retrouve dans la température de torréfaction où on garde les propriétés sanitaires... Enfin, ouais, sanitaires... Organoleptique. organoleptiques. Donc ça, c'est le goût, mais c'est aussi pour la santé des fèves de cacao. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le chocolat est un produit plaisir. Nous fabriquons du chocolat haut de gamme. Et dans le chocolat haut de gamme, il y a tout ce que l'on a dit. Mais il y a aussi, puisqu'on est sur un produit alimentaire, le côté bienfait pour la santé. Je suis partisan de bien manger pour être plus fort plutôt que de prendre des médicaments. Même si quand on est malade, il faut prendre des médicaments. Et donc, dans le chocolat que nous fabriquons, nous le travaillons d'une certaine manière sur plusieurs registres, notamment au niveau de la torréfaction. Nous opérons une torréfaction basse température, c'est-à-dire qu'au lieu de torréfier à peu près à 170-180 degrés, nous torréfions à peu près à 110 degrés, ce qui fait que d'abord on est plus homogène au niveau de la torréfaction, puisqu'on est quelque chose où on va arriver à cœur. Alors ça va être plus long, ça va être plus coûteux, mais ça va être beaucoup plus progressif. Et en plus, on va davantage garder ce qu'on appelle les polyphénols. Les polyphénols, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est vraiment les bienfaits pour la santé, et notamment pour tout ce qui est cardiovasculaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est également, je suis, je dirais, fervent à ce que les produits qu'on puisse consommer soient bio. Ce qui est difficile, c'est de trouver des ingrédients bio et bons en même temps. Mais je suis, je dirais, fervent à ce que les produits alimentaires haut de gamme soient bio. Bio, c'est juste moins de cancer pour l'avenir. Bon, bah, avec tout ce que vous dites, je crois qu'on peut dire que manger du chocolat, hein, ça a l'air excellent pour la santé, donc il faut se faire plaisir. Et surtout, la nouvelle gamme. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Là, cette transition était parfaite avec les fameux produits bio dont vous parlez, parce que vous lancez une toute nouvelle gamme qui est 100% bio. De tous les ingrédients, que ce soit pour les ganaches, les pralinés, totalement bio. Et du coup, c'est une nouvelle gamme avec une démarche, parce que pour le coup, là, on le dit, mais c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en avant, ce côté bio. Mais c'est une nouvelle gamme que vous voulez un peu plus
haut de gamme, Les mais avec des exclusifs. produits un peu plus nobles et des saveurs très simples. On a eu la chance de la goûter avec Clémence. C'est des saveurs très simples, très identifiables, très appréciables en fait, très chocolat. Ouais, ou parfois original dans les accords, parce que ça a beau être simple, moi j'avais jamais goûté de praliné au citron. C'est vrai, mais c'est l'excentricité et l'originalité, c'est pas non plus le maître mot. Mais authentique, c'est ça le maître mot, Voilà, non? plutôt. Oui, alors, pour tout vous expliquer pourquoi j'ai voulu cette collection, je l'ai voulu à la base pour montrer le meilleur de notre savoir-faire. L'entreprise a un peu plus de 70 ans. Nous sommes des spécialistes du chocolat, du cacao. Nous ne sommes pas des pâtissiers qui faisons du chocolat, on est des spécialistes depuis 3 générations. Et puis en même temps, mon père étant décédé, Michel Cluzel, au mois de mai de sa belle mort, j'ai voulu lui rendre hommage à mes grands-parents sur ce que l'entreprise, à aujourd'hui, pouvait faire de mieux. Voilà. Donc en fait, j'ai demandé à toutes les équipes qui travaillent à mes côtés de se dire, OK, quel est le cahier des charges le plus optimal qu'on puisse faire et de prendre le meilleur de ce que l'on sait faire pour faire cette collection. Et on a fait une collection, honnêtement, que je revendique haut et fort parce qu'elle est vraiment très très belle, où on a à la fois, bien évidemment, des ingrédients de très bonne qualité, mais en plus, ce sont des ingrédients qui sont bio, donc 100% bio. Ce sont des ingrédients dont on est allé donner les noms des régions, et si possible de la France. Par exemple, pour le miel, c'est un miel des forêts des Ardennes, de la maison Marie, qui fait de très très beaux miels. Et le beurre, c'est du beurre AOP d'Isigny. Voilà, donc on était chercher vraiment les meilleures matières premières bio, notre savoir-faire pour les associer. Et on a fait des petits chocolats très peu sucrés, un enrobage très très fin. Sur les chocolats d'enrobage, on est parti sur des cacaos de grand cru, c'est la région Sainte-Martine au Pérou. Aussi bien en noir, 70% de cacao, en lait à 48% de cacao. Et en fait, ce que j'ai voulu, c'est faire un coffret dégustation. Les chocolats ont tous la même forme, des décors très différents, très simples, pas de colorants, des textures, on va dire, parfaitement maîtrisées. En fait, derrière ça, on a créé un logiciel qu'on appelle les sens du chocolat, qui permet en fait de pouvoir déguster et apprécier chaque chocolat. Donc chaque chocolat en fait a des notes aromatiques de même niveau, de manière à ce qu'il n'y ait pas un qui vienne être plus fort par rapport à l'autre. Et l'idée, c'est on peut apprécier un chocolat pour ce qu'il est, on se fait plaisir, et c'est un plaisir égoïste, et c'est important, mais on peut aussi partager ce plaisir. C'est difficile de partager le goût, puisqu'on a déjà du mal à mettre des mots, et en plus, il faut que ce mot soit compris par l'autre personne. Donc en fait, on a essayé à donner, on va dire, une dégustation en ligne, très simple, digitale, ça fonctionne sur un téléphone, sur un ordinateur, et qui permet de donner ce qu'on appelle une expérience sensorielle, les goûts, les textures. Et les retours sont juste excellents. Pour que la dégustation du chocolat soit plus que le goût, mais aussi l'ouïe et un peu la vue. Ouais, en fait, on se fait accompagner. C'est comme si on nous prenait par la main et on nous disait, tiens, ce que tu es en train d'expérimenter, peut-être que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, mais justement, c'est ça que tu peux sentir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand vous nous racontiez comment vous avez fait. Vous vous êtes mis autour de la table avec plusieurs de vos collaborateurs et vous avez goûté le même chocolat et vous vous êtes rendu compte que tout le monde ne goûtait pas la même chose en premier. Et ensuite, vous avez mis ça en commun et fait une sorte de moyenne de la dégustation. Effectivement, c'est déjà, moi je dis toujours, c'est pas simple déjà de se comprendre avec des mots dans la vie courante, parce qu'on met pas tous les mêmes significations sur les mots. Donc on imagine que quand on parle du goût, c'est encore plus complexe. Il n'y a pas de machine qui définit le goût, il n'y a pas de personne qui a le goût absolu. Chacun a son propre palais et chacun a raison. Donc on s'est mis autour de la table, des professionnels du goût, puisque voilà, on sait ce que c'est que le goût. Et en fait, on a défini sur un tempo de 30 secondes ce que l'on percevait. Alors globalement, on percevait à peu près tous la même chose, sauf qu'on ne percevait pas toujours dans le même ordre, sachant que ça va assez vite quand on goûte un chocolat 30 secondes. Et en fait, on a fait des moyennes, parce que personne n'avait raison, et c'est pas parce que je suis le patron que j'avais plus raison que les autres, mais non. Et donc, en fait, on a défini un tempo, et on a donné aussi bien les textures, les goûts, ce qui fait que dans cette expérience sensorielle, l'idée, c'est de comprendre ce qu'on ressent. Si c'est pas exactement à la même seconde, c'est pas très grave, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, c'était très technique, parce qu'en fait, c'est temporisé, et après, on l'a retranscrit avec des mots qui sont assez simples. La dégustation, il faut qu'elle soit surtout pas intellectuelle, il faut qu'elle soit simple, qu'elle s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des personnes qui sont un petit peu plus pointues.
Et je dis toujours, là encore, c'est on se fait plaisir et on partage. Et les enfants, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que on a fait un petit tour dans votre musée du chocolat et vous avez il y a une pièce qui donne sur l'atelier et vous avez fait exprès de surélever pour que les enfants puissent voir l'atelier. Oui, alors effectivement, je suis très sensible, on va dire, aux enfants. Les enfants, c'est notre avenir. Hein. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, si on ne sait pas le transmettre, ça sert à rien. Et donc, c'est pas parce qu'on est petit qu'on doit manger sucré, qu'on doit mal manger. Au contraire, l'éducation, ça fait dès le plus jeune âge. L'idée, c'est de savoir, on peut manger au McDonald's, on peut manger dans un restaurant étoilé au guide Michelin. L'idée, c'est de faire la différence et de comprendre ce qui est différent. Et donc, dans le cas présent, on a un atelier, effectivement, on a un musée, avec un atelier, un grand atelier, puisqu'on est à peu près sur 200 mètres carrés. Et pour que les enfants puissent voir, en fait, on a fait une avancée dans l'atelier, et on l'a fait en hauteur pour que les petits, on va dire, qui ont 3-4 ans, ils puissent voir ce qui se passe. Trop bien. Est-ce que ça vient, à votre avis, du côté très familial, de vouloir un peu beaucoup transmettre aux plus jeunes? Parce que vous, de génération en génération, par vos parents... on vous transmet ce goût du chocolat et de l'appréciation des bons produits. Du coup, vous voulez extérioriser ça et le transmettre aussi aux jeunes générations qui viennent visiter votre fabrique? Alors oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire réaliser en soi n'a pas de sens si derrière, il n'y a pas de reprise. Alors, je commence à vieillir parce que je suis grand-père plusieurs fois. J'ai hérité d'un savoir-faire plus que d'une entreprise, tout comme mes collaborateurs ont hérité de savoir-faire. Et quand mon père m'a transmis les rênes de l'entreprise, il m'a dit que j'avais la responsabilité non seulement des équipes qui sont derrière, mais également de transmettre ce savoir-faire. Une entreprise, c'est une entreprise dans laquelle travaille un certain nombre de personnes. Il faut qu'elle soit rentable, sinon elle ne dure pas. Mais ce qui est important, et notamment dans les entreprises familiales, c'est la transmission. Et nous faisons d'ailleurs partie des entreprises qu'on appelle EPV, Entreprises du patrimoine vivant français. C'est un label d'État qui est donné aux entreprises qui ont des savoir-faire d'exception et également qui ont su transmettre sur plusieurs générations. Mais parce que on peut parler un petit peu business en quelque sorte. C'est pas facile de reprendre une entreprise familiale. Il y a cette responsabilité, et puis il y a aussi finalement l'image de l'entreprise au moment où on arrive et qu'on reprend les rênes. Et peut-être celle que nous, on veut donner, l'inflexion. Et ensuite, il faut penser aux enfants. Enfin, c'est quand même une lourde charge. Oui, il faut réussir à apporter toujours quelque chose sans non plus dénaturer ce que les générations précédentes ont fait pour garder cette authenticité, mais en modernisant. Donc, ouais, ça doit être assez compliqué, mine de rien. Alors, pour vous répondre, je dirais que d'hériter d'une belle maison, c'est un magnifique cadeau. Mais c'est aussi une très grande responsabilité. Bah oui. Parce qu'effectivement, on est dans un monde qui bouge. Alors, vraiment, en ce moment, il bouge beaucoup. Et il faut adapter l'entreprise. Ou alors pas du tout. Ouais, alors pas du tout. Tout dépend comment on voit les choses. Hein. Mais en tous les cas, il change. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, on consomme différemment. Par exemple, en ce moment, depuis, on va dire, une dizaine d'années, on mange de moins en moins sucré. Donc, il faut garder le goût, l'authenticité, mais il faut aussi adapter au goût qui évolue. Donc, en fait, ce qui est complet, c'est de garder le cœur, le savoir-faire et de l'adapter. Moi, je dis toujours que celui qui crée une entreprise, c'est très difficile parce qu'il faut une idée, il faut se lancer. Mais en fait, s'il y arrive, on le félicite. Et s'il n'y arrive pas, on lui dit, écoute, t'as essayé, c'est pas grave. Celui qui hérite d'une maison familiale, quelle qu'elle soit, quelle que soit la taille, même s'il y a 2 personnes, il y a un héritage et il faut qu'il fasse au moins aussi bien. S'il fait aussi bien, on va lui dire c'est normal, ça marchait avant. S'il fait moins bien, en fait, il est tout de suite jugé comme étant incompétent. Ce que je veux dire, c'est que quand on hérite d'une maison familiale, d'une belle maison familiale et qu'on est jeune, c'est beaucoup trop de pression parce qu'on a besoin de briller et en définitive, il faut s'effacer. Quand on gère une maison familiale, on ne pourra jamais briller puisqu'en fait, ça brillait déjà avant. Donc, on a plus de risques d'être critiqué que de vraiment briller. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, l'héritage, c'est bien avec le temps, parce qu'on prend du recul. Quand on est jeune, on veut tout casser, révolutionner. Et en définitive, il faut en fait faire évoluer les maisons. C'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il faut qu'on le rappelle, vous portez le nom de votre grand-père. Oui, je porte le nom de mon grand-père. Alors, honnêtement, je vais dire avec le sourire, parce que, voilà, en plus ça, je suis la 3e génération. Donc, vous savez ce qu'on dit. La première crée, la deuxième profite, et la 3e, elle bouffe tout. Voilà. Eh ben, c'est faux. Donc, j'en sais rien, mais dis donc que voilà, je suis plus proche de la retraite que du démarrage de l'entreprise. Moi, je dirais que c'est faux. Ça dépend de la manière dont on voit les choses. J'ai personnellement bien connu mon grand-père. Il est décédé quand j'avais une 20aine d'années.
Et en fait, il m'a expliqué ce qu'il avait voulu faire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Et j'ai toujours été respectueux de ça. Et je pense que c'est ce qui m'a empêché, on va dire, d'avoir de possibles dérives. Donc en fait, quand il y a des valeurs, quand il y a du respect, c'est relativement, on va dire, facile. En tous les cas, ça évite de s'égarer. Ouais, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une ligne directrice dans la transmission des valeurs qui sont inculquées dans l'entreprise. Ne jamais oublier l'histoire. En fait, c'est l'histoire qui nous permet de se construire et d'aller vers quelque chose qui évolue. Mais jamais renier son histoire. Bon, bah voilà, on aura fait une petite parenthèse un peu plus business. Non, mais mais d'ailleurs, c'est- petite anecdote hyper marrante sur le fait que vous portiez le même prénom que votre grand-père, c'est que avant du coup de venir à l'entretien, on a regardé un peu votre site et on voit Marc Cluzel a fondé la maison avant de travailler avec son fils Michel. Et là, avec Clémence, on se dit va falloir leur notifier qu'ils ont fait une erreur sur Non, leur non, non. site. Parce que c'est pas Marc. C'était pas sur leur site, c'était sur Wikipédia. Sur Donc Wikipédia. là, on est arrivé avec nos gros sabots et on s'est dit, on va leur dire qu'il y a une petite erreur dans leur page. Non, pas du tout, Et on en a fait, très vite non, compris. non, non. Il n'y a pas d'erreur. Nous a très vite expliqué. Bah moi, j'aurais gardé cette anecdote pour moi, hein, finalement. Ouais, mais j'ai trouvé ça très drôle. Non mais oui. Et alors moi, il y a un petit truc que je voulais notifier, c'est les petites idées que vous avez pour moderniser un peu. Les petites idées, il y en a plein. Ouais, il y a plein d'idées, mais là, c'est que ça va sortir un peu du chocolat qu'on a l'habitude, du bonbon ou de la tablette. C'est les infusions un peu de cacao que vous faites. Alors, il vient de nous les montrer, si vous voulez tout savoir, en faisant un petit tour dans la boutique. On s'en est pas remis. Et alors, avec Clémence, on a trouvé ça génial. Ouais. En plus, vous valorisez un peu ce qui pourrait être des déchets. C'est-à-dire, c'est les coques de fèves. Mhm. Et vous avez eu, je ne sais pas. Comment Il va falloir nous raconter un peu ça. L'idée de faire infuser ça pour faire une sorte de chocolat chaud, mais plus léger. En fait, l'idée, c'est, je cherchais depuis longtemps de faire un chocolat chaud qui soit plus digeste. Le lait, c'est très bon, hein. Je suis normand, donc je vais surtout, je dirais, donner plein de bienfaits sur les produits laitiers. Mais c'est aussi, notamment le soir, c'est plutôt indigeste. Et donc, je cherchais à faire un chocolat chaud qui soit sans lait et sans sucre. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais. Et puis, en allant dans les plantations, j'ai vu également la manière dont ils pouvaient consommer un certain nombre de produits. Et ça, d'un côté. De l'autre côté, pour l'anecdote assez rapide, avec mes deux sœurs, il y a 2 ans, alors il y en a qui préfèrent investir dans l'immobilier, moi je préfère investir dans les belles maisons françaises. On a racheté la maison Betchman et Barton, très belle maison de thé sur Paris, spécialiste de l'infusion. Donc j'ai appris ce que c'était les infusions, voilà, de thé, de tisane, enfin beaucoup de choses. Et je me suis dit, il y a les infusions de thé qui ont un goût de thé, il y a les infusions de tisane avec des plantes, et je me suis dit, pourquoi pas faire une infusion de cacao pour avoir ce goût de cacao. Voilà, donc c'est tout ça qui s'est passé dans ma tête. Et en fait, on a créé effectivement Cocao. Donc Cocao, c'est une inversion, c'est cacao, j'ai inversé 2 lettres. Et puis ce sont, pour le petit jeu de mots, ce sont des coques avec de l'eau. Donc effectivement, Oh là là, mais on l'avait pas du tout, nous. donc, Bravo, voilà. hein, bravo. Et donc, au moment où on travaille les fèves de cacao, après la torréfaction, on va enlever la petite pellicule, la petite peau qu'on appelle la coque dans le cacao. On la met de côté. D'habitude, elle est utilisée. Alors moi, je la donne, je dirais, à toutes les équipes ici qui travaillent. On s'en sert comme paillis. Voilà, on est à la campagne au niveau des massifs de fleurs pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Parce qu'effectivement, je dirais, c'est très bon pour les plantes et ça évite que la lumière passe. Mais en fait, on l'utilise jusqu'à maintenant, on l'a valorisé comme alimentation pour le bétail. Aujourd'hui, je ne peux pas tout utiliser comme dans le nouveau process, mais l'idée, c'est sur les plus belles. Donc, en fait, il faut trier, garder les plus belles coques. Donc, il y a un travail de tri. On garde notamment toutes celles qui sont bio. Et en fait, on va les faire infuser dans de l'eau, comme du thé. Donc, pareil, de l'eau à peu près à 80 degrés, infuser 3 à 4 minutes. Et en fait, on a les vraies saveurs du cacao. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait. On peut boire ça le soir. Donc en fait, c'est juste un cacao. Mais c'est plus qu'un cacao, en fait, c'est le fruit. C'est le fruit en fait du cacao. On est beaucoup plus proche de la fève de cacao que du chocolat. Une autre C'est juste manière de extraordinaire. consommer le cacao. Ouais. Ouais. On est allé un peu plus loin puisqu'on en a fait des gourmands sur lesquels on a rajouté. Alors, il n'y a aucun arôme. On en a fait un qui est vanille caramel. Voilà. Donc on a rajouté des petites gousses de vanille, des petits morceaux de gousses de vanille, pas d'arôme. Voilà, mon petit Des chouchou. tout petits morceaux de caramel, le chouchou de Vincent. Et puis on a fait un également là pour la fin de l'année, qui est celui en fait des notes de Noël, orange, épices.
Bon, et ben nous, avec Clémence, on a eu un petit coup de cœur pour cette petite idée. Ouais. Donc on va en prendre, on va goûter, on va vous dire ce que ça donne. On n'a Surtout pas pu goûter que, encore. restez connectés, il y aura peut-être bientôt un mini EDD sur les chocolats chauds. Voilà. Je le dis comme ça, maintenant on est obligé de le faire. Bon, mais je pense qu'on a fait un joli tour. Franchement, Marc, merci beaucoup. Mais pour terminer, il y a encore 2 petites questions. Et la première, alors là, vu l'héritage familial qu'il y a au-dessus de toi, je pense que tu vas avoir une bonne réponse. C'est quel est ton premier souvenir sucré? Ah, ça c'est facile. Bah oui. Ça c'est facile. Mes grands-parents, j'ai adoré mes grands-parents. C'était je dirais, des pâtissiers, chocolatiers, chefs d'entreprise, mais c'était avant tout pour moi des grands-parents. Puisque, alors à l'époque, c'était le mercredi qu'on travaillait pas quand j'étais tout petit. Donc le mardi soir, j'allais dormir à Danville chez eux. Et le matin, j'avais droit, donc vous imaginez, j'avais 6-7 ans, j'avais droit à mon plateau dans mon lit du petit déjeuner, croissant, chocolat chaud. Donc c'est le chocolat chaud de mon grand-père. Bah, royal. Voilà. Bah ouais, le chocolat chaud, voilà. Trop bien. Et la deuxième petite question, c'est auriez-vous des petites adresses à nous recommander? Des petits coups de cœur, que ce soit, je sais pas, dans le coin ou partout en France. Chocolat, restaurant, pâtisserie. Sucré, salé, ouais. Où est-ce que vous aimez aller? Des petits coups de cœur, là. Alors, j'ai bien des coups de cœur dans la région. Vous avez à Verneuil, vous avez le Relais Château Le Clos, qui a été tenu d'ailleurs par ma tante et aujourd'hui qui est repris par la famille Béal. Je dirais très bel établissement, Relais Château. Vous avez également à Verneuil l'établissement Le Saumon, où on mange très très bien. Après, vous avez pas très loin d'ici, vous avez une très belle maison, mais ça vous la connaissez, ce qui est la maison d'Alain Passard, puisque à 3 km d'ici, on va dire, il fait ses cultures, voilà. Il a un château qu'il ouvre, on va dire, à ses amis de temps en temps. Donc c'est vraiment magnifique parce qu'on l'a pour nous tout seul, on va dire tout l'après-midi, il cuisine pour nous. Donc là c'est magique. Ça doit être une belle expérience. Ah ouais. c'est magnifique. Voilà, j'irai là. Bon, on est vraiment dans la dégustation absolue. Et alors un petit truc sucré. Et un petit truc sucré, eh ben écoutez, bon sur Danville c'est plus restreint. Voilà, vous avez les pâtisseries à Danville, mais vous avez, je veux dire un petit coup de cœur à mon frère qui a créé il y a une dizaine d'années un dimanche à Paris, qui est un lieu qu'il a ouvert, voilà, dédié au chocolat, sur lequel en fait il y a la restauration, donc il y a la cuisine autour du chocolat, également la pâtisserie. Ouais. Donc très bien placé, voilà, il a eu le courage d'ouvrir ça. Donc voilà. Ouais, dans un très joli passage et avec les pâtisseries, si vous voulez goûter les pâtisseries, mais n'hésitez pas pour les chocolats, les pâtisseries de Nicolas Bacher. Et nous, on ne savait pas, mais on n'avait jamais fait le lien. Mais du coup, c'est vrai que le chocolat chaud d'un dimanche à Paris est particulièrement réputé. C'est vrai. Donc maintenant qu'on a le sous-texte, on comprend davantage. Ouais, bon bah merci beaucoup pour toutes ces petites réponses. On était ravis, franchement, de cette visite et de ce petit échange. Ouais. Et puis bah ma foi, on À va très vous vite. laisser, hein. Et puis donc, n'hésitez pas à goûter la gamme Les Exclusives. Je ne sais pas si on l'a nommée pendant cet échange, mais c'est cette fameuse gamme de chocolat vraiment haut de gamme, bio. Et voilà. Mais on s'approche de Noël, donc c'est le moment d'acheter des chocolats pour faire des cadeaux. Donc voilà. Merci Marc. Bah, merci Merci Vincent, merci à beaucoup. vous Clémence. Psst. En plus, on a un petit secret, on vous en a même pas parlé pendant l'épisode parce qu'il y avait trop de choses à dire. Mais il faut savoir que tous ces chocolats sont à des prix vraiment très accessibles. Donc c'est vraiment des ingrédients nobles, des procédés et une démarche éthique et responsable. Et pourtant, franchement, n'hésitez pas à aller goûter les chocolats Cluzel. Ce sont loin d'être les plus chers sur le marché. Loin d'être les plus chers, mais vraiment pas les moins qualitatifs. Du coup, évidemment, la Maison Cluzel ont un compte Instagram si vous voulez les suivre, Maison Cluzel tout simplement. Et puis nous aussi, on a un compte Instagram, vous devez peut-être le connaître, mais on vous le redit, l'envers-du-dessert, vous pouvez nous retrouver. On va poster dès demain une petite recette. Et évidemment, toujours notre site internet, l'enversdudessert.com, où vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Évidemment, ce qui nous ferait très plaisir et qui nous soutiendrait, ce serait de nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Franchement, on en serait ravis. On les lit tous. Et vous pouvez enfin vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour finir l'épisode, on va remercier 12, l'artiste qui nous fait la musique et le mixage des épisodes. Voilà, donc merci 12 et nous, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.